I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve enfin pour la fameuse vidéo de ma wishlist livresque que j'ai faite donc sur Amazon parce que ça me va très bien pour stocker cette wishlist et voilà, c'est tout parce que ça me va très bien. Alors, donc, on va aller assez rapidement au fait, puisque ça va être assez long. Et du coup, je vais couper la vidéo en deux. Et donc, vous aurez cette première vidéo fin de cette semaine du mois de mars. Je pense aux alentours du 13-14, pas le jour des élections, hein, parce que voilà. Mais voilà, je vous mettrai ça sûrement le samedi du week-end. Et l'autre viendra quelques temps après, je ne sais pas encore. Voilà, donc cette liste sera présente donc avec un lien sous cette vidéo. Voilà, si ça vous donne envie, voilà, de faire un petit tour sur cette wishlist et de voir en détail les livres, peut-être plus en détail que ce que moi je vais vous présenter. Vous pourrez voir le prix, enfin tout un tas de choses concernant ces livres. Voilà, donc vous aurez le lien vers cette wishlist en dessous de la vidéo. Allez, on démarre tout d'abord par Contre Nature de Cathy Galliègue. Donc là, on va parler de 3 femmes qui sont incarcérées dans la même prison. C'est là, dans la bibliothèque du centre pénitentiaire, que Pascal, Vanessa et Leila se rencontrent. Captives de leurs conditions humaines et des préjugés, elles ont chacune une manière différente de vivre leur détention. Il y a celle qui se pose en redresseuse de tort, celle qui voudrait faire oublier le sort réservé à ses bébés, celle qui imagine que les livres les sauveront toutes les 3. Sensibiliser Vanessa à la lecture et vaincre les réticences de Pascal, tels sont les défis que se lance Leila. Alors qu'elles n'ont rien en commun, qu'elles ne cherchent pas l'amitié, la pratique cathartique de l'écriture va leur donner l'occasion d'établir une relation, d'évoquer la violence qui les a conduites à l'enfermement. Voilà, donc ce livre, vraiment, il a l'air super. On parle de femmes, on parle de livres, on parle de renouveau. Je pense que c'est une renaissance, un changement de vie, donc ça peut être très très intéressant. Ensuite, Où tu seras reine de Christelle Duchamp. Donc vous connaissez tout à fait, je pense, le synopsis, mais je vais vous le lire rapidement, puisqu'on en a entendu parler. Et moi, c'est vrai que malheureusement, quand il y a trop de hype sur un bouquin, j'ai du mal à y aller de suite. Et je vous avoue que les nouveautés, j'y vais très rarement de suite. Maud, 25 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Quand sa psychiatre lui explique que ce lien l'empêche de s'épanouir, la jeune femme décide de prendre ses distances avec la figure maternelle. Jusqu'au jour où Maud découvre sur son répondeur un message paniqué de cette dernière. Un message qui se conclut par « Je l'ai tué ». Maud se précipite dans la maison de son enfance, commence alors une chasse au trésor funèbre qui va l'amener pièce par pièce à exhumer d'inoubliables secrets de famille. Pas d'inoubliables, d'inavouables secrets de famille. Bon, jeu de pistes, un suspense insoutenable, bref, elle fait partie des louves du polar, donc c'est sûr que c'est top. Ensuite, Stella de Pier Giorgio Pulizzi, suivi de L'illusion du mal de ce même auteur. Donc je crois que là c'est une saga. C'est le livre tome 5. Alors celui-ci c'est le 5 sur 5. Des enquêtes d'Eva Mara et Vito Strega. Moi j'ai lu L'île aux âmes et je crois que c'est un tome 2, un truc comme ça. Donc ça c'est le 5 Stella. Donc je l'avais mis. Ensuite vous avez L'illusion du mal. Je pense qu'il doit être lequel? Livre 3. Bon, c'est un peu mélangé. L'île des âmes, c'est lequel? L'île des âmes. L'île des âmes, c'est le 2. Voilà, donc moi j'avais lu le 2 sans savoir qu'il y avait le 1. Donc là, il me manque la 7e lune, je crois que c'est le dernier. Pardon, c'est le 4. On va y arriver.
Et le tome 1, c'est le chant des innocents, si je ne me trompe pas. Voilà, qui est le tome 1. Donc, il faut que je lise le chant des innocents pour reprendre la saga du début. Bon, l'île aux âmes, j'avais tellement adoré, sauf à un moment donné, je crois qu'il y avait un truc qui m'avait un peu gonflé. Mais j'avais beaucoup aimé, en tout cas, les deux personnages, les deux enquêtrices. Là, c'est du feu de Dieu. Donc, Eva, justement, et Mara. Et donc là, je pense bien qu'il va y avoir un nouvel enquêteur qui va rentrer en cours de route parce que sur le tome 2, on n'en parlait pas de ce Strega, à moins que je l'ai oublié. Bref, donc c'est la saga de, comme je vous ai dit, des enquêtes d'Eva, Mara et Vito Strega, donc de Pier Giorgio Pulizzi. Donc ça gagne à être lu, ça c'est sûr. Ensuite, on passe à Maxime Chatham, 8,2 secondes. Alors, c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux. C'est le temps qu'il faut pour mourir. May et Constance ne se connaissent pas, mais un même secret les relie et les menace. Un thriller psychologique envoûtant entre New York et les grands lacs de la frontière canadienne, Maxime Chatham nous entraîne dans un suspense hitchcockien impossible à lâcher. Donc j'en ai entendu un peu de mal, mais c'est vrai que comme ça a été expliqué dans la grande librairie, je l'avais vu en interview à ce moment-là quand il a sorti 8,2 secondes, Maxime Chatham, j'avais adoré. Voilà, franchement, ça m'avait vraiment donné très très envie de le lire. Et ensuite, j'ai coché aussi Prime Time. Par contre, celui-là, tout le monde a dit qu'il était excellent. Celui-là, ça parle de quoi ? Maxime Chatham joue à n'en plus finir avec nos nerfs. Non, ça c'est des revues de magazines. Alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Voilà, donc Maxime Chatham orchestre une véritable course contre la montre où s'affrontent le cynisme des médias, les jeux de pouvoir et les scrupules moraux. Jouant avec brio sur les ressorts psychologiques autant que sur l'action, il déploie dans ce nouveau roman tout son art de maître du suspense. Voilà, donc ça, c'est prévu. Ensuite, Nos âmes au diable de Nathalie Hugues et Jérôme Camus. Donc, il a été Grand Prix du 10e Festival sans nom de Mulhouse. Il faut parfois mieux ignorer la vérité. C'est vrai. Mi-juillet, Sixtine, 10 ans, disparaît sur une plage de l'île d'Oléron. Pour Jeanne, sa mère, c'est tout son monde qui s'écroule. Elle s'en veut d'avoir été trop accaparée par son métier. Elle en veut à son mari, qui aurait dû surveiller la petite brune aux yeux bleus, mais qui a failli, trop occupé, à donner un énième coup de canif dans leur contrat de mariage. Lorsque les recherches conduisent finalement à un multirécidiviste connu par la justice pour le viol de 4 fillettes, Jeanne comprend que rien ne sera jamais plus comme avant. Et son travail de résilience s'annonce d'autant plus long que le corps de Sixtine n'a jamais été retrouvé. Une absence qui laisse planer comme une incertitude. Et si la vérité s'avérait plus sordide et glaciale encore que la mort d'un enfant? Ouais, c'est sûr qu'on peut parler d'esclavagisme infantile, on peut parler de vente d'enfants, du trafic d'enfants, enfin bon, c'est terrible. Voilà, donc franchement, il a l'air vraiment très prenant ce livre, et puis bon, ça va être compliqué de ne pas se sentir concerné. Ensuite, Bonne nuit mon ange de Aimé Molloy, pas comment vous voulez le dire. Donc là, ça parle de quoi? Dans une ville paisible des États-Unis, un psychologue disparaît. Sam Statler et Annie Potter, fraîchement mariés, viennent de quitter New York pour s'installer dans la petite ville natale de Sam. Annie passe la plupart de ses journées seule et désœuvrée, tandis que Sam, thérapeute, reçoit ses patients, majoritairement féminins, dans son cabinet installé au rez-de-chaussée de la maison. Ce que Sam ne sait pas, c'est qu'un conduit d'aération dans le plafond permet d'entendre tout ce qui se dit dans la chambre au-dessus. La femme du pharmacien qui aimerait divorcer, la peintre renommée qui n'est pas satisfaite au lit, comment résister et ne pas écouter. Mais un jour, juste après l'arrivée d'une nouvelle et mystérieuse patiente, Sam disparaît et la vie d'Annie s'écroule. Parviendra-t-elle à le retrouver à temps? Un thriller psychologique étourdissant à la construction diabolique.
Celui-là, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire aussi. Hein. Après, Au royaume des cris de Mathieu Le Cerf. Elle pensait lui avoir échappé, il ne l'avait pas oublié. Diane est au sommet de sa gloire. Actrice à la beauté renversante, elle est la femme idéale, celle dont tout le monde rêve, mais que personne ne connaît vraiment. Promise à un brillant avenir au sein de la brigade criminelle, Esperanza voit, quant à elle, sa vie se briser quand sa fille est kidnappée. Deux destins aux antipodes, l'une vit sous les feux des projecteurs, l'autre est plongée dans les ténèbres. À chacune des hommes ont arraché ce qu'elles avaient de plus cher. Où puiser encore de la force quand ce qui vous fait vivre vous a été enlevé? Bon, je ne sais pas trop sur quoi on se lance, si c'est sur les ressentis de deux mères. Je ne sais pas. Bon, à voir. Esprit d'hiver de Laura Kachishke et Aurélie Tronchet. Alors, je sais que souvent Séverine parle de Laura Kachishke. D'ailleurs, je pense la plupart des recos, donc c'est de chez Séverine, il est bien ce livre. Fluent Books. Après des revues sur Insta. Même sur Facebook, voilà, je récupère les couvertures, je les prends en screen de photo et voilà, je les stocke sur mon téléphone et quand j'en ai beaucoup, eh bien, je les mets dans cette wishlist. Esprit d'hiver, donc. C'était une journée de mauvaises surprises. Il y en avait dans toutes les vies. Elles iraient au bout de cette journée ensemble et demain matin, quand Eric serait de retour et que Noël serait passé, tout redeviendrait normal. En ce matin de Noël, Oli s'affaire pour préparer le repas. Ses invités ne vont pas tarder à arriver. Sa fille Tatiana, adoptée 13 ans plus tôt dans un orphelinat de Sibérie, se montre plus maussade que jamais et peu désireuse de l'aider. Dehors, le blizzard commence à gronder. Au fil de la matinée, les convives se décommandent les uns après les autres et d'étranges appels se multiplient sur le portable de Oli. Le ton monte entre la mère et la fille, chacune en proie à une angoisse grandissante. Ici, quelque chose les avait suivis depuis la Russie. Bon, là, franchement, ça m'emballe pas des masses. Hein, mais, franchement, si je l'ai choisi pour la wishlist, c'est que vraiment, il doit être beau. Bien, bien, bien. Ensuite, À la maison de Myriam Vincent. Jessica a tout pour être heureuse. Un amoureux attentionné, un bébé à venir, une maison fraîchement acquise qui, bien qu'un peu isolée, lui permettra de jeter les bases d'une vie familiale tout à fait classique. Certes, leur nouvelle demeure a une apparence très étrange, mais en pleine crise de l'immobilier compte tenu de leur humble budget, ce n'est rien qu'un peu de rénovation et beaucoup d'amour ne saurait arranger. Pourtant, rien ne se passe comme elle se l'imaginait. La grossesse est ardue et ne ressemble pas du tout à l'expérience merveilleuse et épanouissante qu'on lui avait promise avant qu'elle ne la vive. Rapidement forcée d'arrêter de travailler, elle se sent oppressée dans cette maison dont les bruits et la blancheur immaculée lui apparaissent de plus en plus inquiétants. Plus elle est seule à l'intérieur, plus le malaise grandit, au même rythme que son enfant. Comme si la maison était vivante, comme si elle était habitée par une autre chose que Jessica et sa famille. Donc, serait-ce la fatigue inhérente à sa condition et son imagination qui lui font voir des phénomènes surnaturels ou est-ce que quelque chose d'inconcevable vibre réellement dans les murs de la maison? Tout dépend comment ça va être écrit. Voilà, tout dépend de l'écriture du livre. Ensuite, La cave de Natacha Preston, Axel Demoulin. Imaginez une maison comme n'importe quelle autre. Dedans, une pièce. Dans cette pièce, une armoire. Derrière cette armoire, une porte. Au-delà de cette porte, des escaliers. Et en bas, une cave. Une cave où sont séquestrées 4 filles. Avant, Lila s'appelait Summer. Elle avait des parents, un frère insupportable, des copines, un petit ami. Elle fera tout pour les retrouver. Car contrairement aux autres filles, elle n'est pas prête à accepter son sort jusqu'à faner et dépérir. Il a l'air trop bien celui-là aussi, vraiment. Ça me fait râler. En ce moment, je suis très lente à la lecture. J'ai beaucoup de mal à lire. Et quand je vois tout ça, ça me fait trop râler. Mon petite pause boisson rapide. Donc, Petite dent et grand croc d'Émilie Guillaumet. Sarah Barry, épouse et mère en apparence comblée,
a quitté les RH d'une grande entreprise pour s'accorder une année d'écriture. Mais alors qu'elle dispose enfin du temps nécessaire, le piège de la domesticité semble se refermer sur elle. Cela commence par une fatigue inhabituelle, des chutes de cheveux, et puis il y a ces maux de tête lancinants. Quand il n'est pas en voyage d'affaires, son mari la couve, la chahute, la questionne, entraînant leur fils dans ce manège qui ne tourne plus très rond, à moins que ce ne soit elle qui fantasme. Franchement, ce livre, il me botte bien. Il me botte vraiment bien. Après, qu'est-ce qu'on a? L'affaire du docteur Crime de Dean Job. Alors, bon, je ne sais pas trop pourquoi j'avais choisi ce bouquin, mais c'est que ça devait m'intéresser. Vous connaissez Jack l'Éventreur. Découvrez le docteur Crime, l'histoire effrayante du médecin canadien le plus meurtrier de l'ère victorienne. Né à Glasgow en 1850, élevé dans la ville de Québec et ayant étudié à l'université McGill, le docteur Thomas Neil Crime est suspecté d'avoir tué 2 femmes à Québec et en Ontario, et jusqu'à 4 personnes à Chicago avant d'arriver à Londres en 1891. Il commence alors à utiliser des pilules contenant de la strychnine pour tuer des prostituées et devient l'un des tueurs les plus prolifiques de l'histoire. À la manière de Jack l'Éventreur, ce médecin assassin cible essentiellement des femmes vulnérables et désespérées, très pauvres ou prostituées, qui lui demandent une assistance médicale. Articulée autour du procès s'étant déroulé à Londres en 1892, l'affaire du Dr Crime met en lumière la confiance aveugle accordée au personnel soignant de l'ère victorienne, ainsi que les enquêtes policières bâclées, les fonctionnaires corrompus et la moralité douteuse de l'époque, qui permettent à un homme en situation de pouvoir de s'en prendre à des femmes et de tuer encore et encore. S'appuyant sur des recherches minutieuses, Dean Job nous entraîne dans les bas-fonds d'une enquête sordide qui va révolutionner les techniques d'enquête de Scotland Yard, à une époque où les services de police dédaignent encore l'utilisation de la science pour résoudre les crimes. Bon, voilà, bref. Donc en fait, c'est une histoire vraie. Donc c'est pour ça que je l'ai coché, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et il va falloir que je m'y mette grandement donc à lire des true crime, parce que vraiment, ça me botte depuis longtemps. Ensuite, Les Enfants du Lac de Ivar Leon Menninger et Justine Coquel. Un délicat mélange de romans d'apprentissage, de suspense psychologique et de contes gothiques qui promet de belles heures d'angoisse. Bienvenue sur l'île des cauchemars. En Norvège, sur une île au milieu d'un lac, vit une famille pas comme les autres. Entre père, mère et Boy, son petit frère Juno, 16 ans, a grandi loin du monde, avec l'interdiction absolue de chercher à tisser des contacts avec l'extérieur sous peine de mettre en danger immédiat toute la famille. Mais Juno grandit, rêve et les questions affluent. Quelle est la nature exacte de cette menace qui les guette? Comment vivent les gens au-delà de son horizon? Qu'est-il arrivé à Ruth, sa grande sœur enterrée près du lac? Une nuit, un inconnu débarque sur la plage, un beau garçon au sourire très doux. Menace ou libération? Quelle que soit la réponse pour Juno et sa famille, cette intrusion marque la fin d'un monde. Bon, je sais pas, il a été quand même pris une nouvelle voie du polar. Je sais pas, là d'un coup il me plaît moins, mais bon, à voir. Après, ah oui, celui-là, ça fait longtemps aussi. La fille de l'illusionniste de Amy Parrick, Marie Chivot-Buller. On m'a dit qu'il était beau. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Une fois, il était à la médiathèque et j'en avais déjà pris quelques-uns. Et j'ai failli le prendre. J'ai dit, bon, allez, non, je ne le prends pas parce que ça me faisait déjà pas mal. Ça faisait déjà 3 livres. Et puis depuis, ben, il n'y est plus. Donc, allez, on y va. Un premier roman qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale au sein d'un cirque itinérant absolument magnifique et qui traite du passage à l'âge adulte d'une fillette durant les heures les plus sombres de notre histoire. Bon, je vous lis que ça parce que sinon, on ne va pas en finir. La vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, Après elle de Ariane Bois. C'est l'histoire d'une famille pour qui rien ne sera plus jamais pareil. Ariane Bois s'intéresse ici au féminicide vécu du côté des enfants, victimes silencieuses et invisibles, confrontées au pire. Clotilde, sœur, fille, mère, a été violemment agressée dans son appartement à Marseille.
Et à l'hôpital, la vérité sidérante éclate. C'est Bruno, le mari amoureux, le père attentif qui a porté les coups, jusqu'à tuer. Qu'ont-ils tous manqué de voir sous l'apparence du couple sourire si lisse? Aurait-il pu la sauver, empêcher le drame? Laurie, la sœur de Clotilde, décide d'accueillir chez elle les deux petites. Ensuite, on a Manon, 8 ans, témoin direct du crime paternel, et Roxane, adolescente, en pleine révolte. Mais comment faire famille, vivre avec ce deuil, ce vide, ces questions incessantes? Comment élever deux enfants traumatisés qui en un instant ont tout perdu? Oui, c'est une question très difficile, c'est vrai. Mais ça a l'air d'être un peu dur. Donc je ne suis pas sûre vraiment... Bon, il va rester, je pense, longtemps dans cette wishlist, mais on ne sait jamais. Ensuite, les garçons de l'été de Rebecca Lee Jerry. Avec eux, je tremble, je frémis, je suis dans l'adoration. Et ce n'est pas un service à rendre aux enfants que de les adorer. Zaké et Tadé, deux frères, étudiants brillants et surfeurs surdoués, déploient les charmes de leur jeunesse sous l'été sauvage de la Réunion. Mais l'été et la jeunesse ont une fin, et il arrive qu'elles surviennent plus vite et plus tragiquement que prévu. C'est tout ce que j'ai. C'est très étonnant. Bon, je ne sais pas. Ensuite, nous avons La fille à la robe rayée de Ellie Midwood et Tiffaine Dusselier. Allemagne, 1947. En pleine chasse aux nazis, un dossier particulier retient l'attention du docteur Hoffmann, psychiatre américain. Franz Dahler, un ancien gardien d'Auschwitz, qui doit comparaître devant le tribunal, a fait appel à un témoin inattendu pour sa défense. L'une de ses anciennes détenues, qu'il a épousée, Elena. Murée dans le silence, celle-ci a toute une victime d'abus. Mais lorsqu'elle commence enfin à parler, les rôles ne semblent plus aussi clairs. Elena décrit Franz Dahler comme un homme amoureux qui lui a sauvé la vie et non comme un criminel dépourvu d'humanité. Et si l'amour pouvait défier les tragédies de l'histoire? Ah oui, j'en avais vraiment entendu parler de ce livre. Ça y est, maintenant ça me rappelle les chroniques que j'avais lues et écoutées. Oui, c'était un monstre, hein, cet homme apparemment pendant la guerre. Et il a sauvé une juive, hein, il s'est marié avec elle. Mais oui, bon, voilà, hein, l'amour, des fois, passe les frontières de plein de choses. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite, je pleure encore La beauté du monde de Charlotte McGonagall et Marie Chabin. Alors, il y a quelque chose de choquant sur la couverture. Je cesse d'être une femme, un être humain, un animal, que sais-je encore. Je suis la fureur vêtue de chair. C'est impressionnant comme texte. Auntie Flynn, une jeune biologiste, arrive en Écosse pour diriger une équipe de scientifiques chargée de réintroduire le loup dans les Highlands. Ses efforts pour réensauvager la nature meurtrie se heurtent rapidement à l'hostilité des locaux, inquiets pour leur sécurité et celle de leur bétail. Quand elle découvre le corps atrocement mutilé d'un éleveur, Inti comprend que les coupables seront vite désignés. Sans réfléchir, elle fait disparaître le cadavre. Mais si les loups n'ont rien à voir avec tout ça, quel monstre rôde donc dans les forêts? Véritable phénomène en librairie, ce roman est avant tout l'histoire inoubliable d'une femme sensible à la douleur du monde, prête à tout pour sauver les êtres qu'elle aime. Ah, moi, quand ça parle des animaux, voilà, c'est dur, hein, je sais pas, on verra, mais j'ai peur qu'il se passe des trucs avec les animaux. Moi, j'aime pas qu'on leur fasse du mal. Et j'ai du mal à avoir des lectures. Voilà, si on fait du mal aux animaux, c'est un gros trigger warning, trailer warning pour moi. Voilà, ça, j'aime pas. Bref, on verra. Je crois que ça me touche encore plus que si c'est un humain. Voilà. Ensuite, L'île de Jérôme Loubry. Voilà, on en a entendu parler. Sauf sur ma chaîne. Donc, je vous fais vite le compte rendu de ce livre. Au mois d'août 2019, Diane mettait fin à ses jours sur l'île de Porquerolles, dans le manoir où elle passait tous ses étés. Elle qui ne vivait qu'en musique a laissé derrière elle un grand silence pour ses proches.
Julien, son compagnon, sait bien que les amis présents lors du drame lui cachent quelque chose. Alors, quand l'occasion de retourner sur l'île avec eux se présente, il accepte. Peu importe que 5 ans se soient écoulés, il découvrira la vérité coûte que coûte. Mais le soir de leur arrivée, au beau milieu d'une tempête dantesque, une femme en robe blanche est retrouvée morte et ensanglantée sur la place principale. Que se passe-t-il donc sur cette île dont les habitants redoutent les colères? Il fait envie. On ne va pas se leurrer. Il fait envie. Ensuite, on va passer donc au Frangouis. Oui, parce que je suis très à la bourre de mes lectures de Frangouis. J'en ai quelques-uns ici à la maison en papier, mais il y en a pas mal que je n'ai pas lu. Et il en a fait beaucoup. Donc, on va commencer par des saisons et une rose. Hein. Donc ça, c'est la suite, si on peut dire, de Grossir le ciel. Ensuite, il y a Plateau gelé. Donc là, de quoi ça parle? Roman d'amour et de fureur. Non, c'est pas ça. Je raconte des bêtises, c'est eux qui me disent n'importe quoi. Je n'ai pas le résumé du livre. Je n'ai même pas la 4e de couverture. Bon, mais tant pis. Bon, de toute façon, ils me font tous envie, donc... Après, donc j'avais celui-ci. J'avais Oxymore. Oxymore. De quoi ça parle? Un homme se réveille enchaîné sur le sol de ce qui semble être une cave humide. La sensation d'être un animal piégé. Il est incapable de se rappeler pourquoi il est là. Son ravisseur lui laisse seulement quelques énigmes à résoudre, transmises à la volée par une trappe qui se referme avant qu'il n'ait eu le temps de s'en approcher. Il fouille alors dans ses souvenirs à la recherche d'un indice qui pourrait lui permettre de se sortir de cette situation. Une intrigue psychologique insoutenable. Je n'en doute pas. Ensuite, pourquoi ça revient en mot chaque fois? Ça m'énerve. Alors, j'ai H aussi de Frangouis, c'est toujours, il y en a quelques-uns. Qui est H? D'où vient-il? Comment a-t-il surgi dans ma vie déjà bien entamée? Ce qui ne m'avait jamais effleuré jusqu'alors commence à m'obséder. Ainsi débute le journal de John W., embarqué avec l'énigmatique H dans une expédition sur les traces de l'explorateur Sir John Lucas, parti vers l'île de Pâques. Un périple tumultueux comme le seront les errements de Walter Croft, un médecin aliéniste de l'asile de Bedlam, et de son étrange patient Jonas. Des bas-fonds de l'East End, où rôde l'ombre de Jack l'Éventreur aux confins de l'Atlantique et de la forêt amazonienne, Frangouis se proposait un véritable voyage initiatique et ciselé comme une intrigue policière. Alors celui-là ne me fait pas du tout envie, mais voilà. Comme je me suis dit, je voulais lire tous les livres de Frangouis. Ce ne sera peut-être pas le prochain, hein, mais bon. Ensuite, on a Vagabond. La journée, il erre dans les rues et s'arrête parfois pour écrire des chansons, voyant à peine ceux qui sillonnent la ville d'un pas pressé. Ces soirées, il les passe à jouer du blues dans les cafés, habité par sa musique. La nuit, il rejoint son hôtel miteux pour dormir, pour rêver à Alicia, celle avec qui, il y a 15 ans, il partageait la scène, celle qui est partie et lui a brisé le cœur. Et justement, Alicia est en ville pour y chanter. L'apparition de ce fantôme va pousser l'homme à replonger dans son passé, dans son enfance et dans ses mystères. Bon. Celui-là, il me botte moins. Hein. Après, Orpheline. Une ambiance pesante et morose s'est installée sur la ville. Un criminel tapi dans l'ombre observe et s'amuse avec les 2 flics qui le poursuivent. La noirceur de son âme ne fait aucun doute depuis qu'un corps de femme massacré a été découvert. Crime après crime, Belloni et d'Alençon voient ce meurtrier leur glisser entre les doigts. Le capitaine Jacques Belloni, vieux flic de la criminelle, vient de perdre sa femme et sa fille dans un accident de voiture, tandis que Marie d'Alençon, sa jeune collègue, subit les tourments de relations amoureuses chaotiques. Mais ils doivent coûte que coûte arrêter ce meurtrier qui s'attaque à des femmes isolées. Ça déjà c'est bien, ça m'emballe beaucoup plus.
Ensuite, on a encore, il y en a encore plusieurs. Hein. L'entomologiste, il s'était toujours méfié des collectionneurs. Cette nécessité de posséder jusqu'à l'extase semblait recourir... Oh, j'arrive pas. Il s'était toujours méfié des collectionneurs. Cette nécessité de posséder jusqu'à l'extase semblait recouvrir un vide immense. Ah, ben là on reparle du même enquêteur que tout à l'heure. Jacques Belloni enquête sur le meurtre d'un homme dont le corps a été retrouvé couvert de fourmis de feu. Lorsqu'une deuxième victime d'insectes est identifiée, il est évident que les deux affaires sont liées. Qui se cache derrière ces bêtes tueuses? Quel est le point commun entre ces deux hommes aux vies minuscules? Assisté par la remarquable lieutenante Marie d'Alençon, fraîchement sortie de l'école de police, le capitaine Belloni, lui-même marqué par la perte d'un être cher, plonge dans le passé des deux défunts à la recherche d'un indice qui pourrait faire parler les insectes. Je ne sais pas si c'est le tome 1-2. Voilà, vous voyez, comme je disais l'autre fois sur le dernier vlog, c'est pénible parce que c'est pas toujours indiqué. Voilà, on ne sait pas. Faut regarder par rapport aux dates de parution, enfin de publication. Voilà, celui-là, 5 novembre 2025, mais celui d'avant, ouais, mais c'est en version poche, donc j'en sais rien en fait. Bon, ben je verrai. Je ferai d'autres recherches quand j'aurai envie de les lire, je ferai attention. Après, il y a quoi? Buveur de vin. Non, mais il y en a, hein. Je vous avais dit, hein, il y a une grosse wishlist. Hein. Buveurs de vin, ils sont 4 frères et sœurs nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Marc d'abord qui ne cesse de lire en cachette. Mathieu qui entend penser les arbres. Puis Mabel à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant tragique qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux. Et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent comme leur père, leur grand-père avant eux, et la ville entière pour Joyce, le propriétaire de la centrale électrique, des carrières et du barrage. Joyce, le tyran, l'animal à sang-froid. Dans une langue somptueuse et magnétique, Framboise nous emporte au cœur de la légende du Gour Noir et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la nature et la promesse de l'insoumission. Bon, ça c'est pas trop... hein, mais à voir. Framboise peut vraiment nous étonner sur ses bouquins. Âpre-monde. Après avoir fait disparaître en fumée ce qui lui restait de possession superflue, Elias Greenhill se réfugie dans une cabane au cœur des massifs enneigés du Montana. Durant une saison en hiver, tel un irréductible indien, il va devenir le gardien de la forêt, outragé par l'exploitation frénétique de l'entreprise Drum. Vulnérable mais déterminé, Elias va affronter à armes inégales la violence des hommes. Donc ça, c'est le deuxième tome de la série La Marche du Rêveur. Et le tome 1, c'est quoi? C'est bien gentil, mais... c'est pénible, ça, vous voyez. Quand je le dis, c'est vrai. Hein, voilà. Mais après, on ne sait pas plus. Bon celui-là aussi, il ne me botte pas vraiment. Après, on en a encore un. Hein. Je crois qu'on va finir les framboises et je vais arrêter là la vidéo parce que ça fait déjà un gros moment. C'est beaucoup trop long. Qu'est-ce que j'ai? L'homme peuplé. Harry, romancier à la recherche d'un nouveau souffle, achète sur un coup de tête une ferme à l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La neige et le silence recouvrent tout. Les conditions semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite épié, en proie à un malaise grandissant devant les événements étranges qui se produisent. Serait-ce lié à son énigmatique voisin, Caleb, guérisseur et sourcier? Quel secret cachent les habitants du village? Quelle blessure porte la discrète Sophia qui tient l'épicerie? Quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils? Entre sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence. Ça, ouais, ça me botte un peu plus. Pur sang. Sous un ciel de crépon, ils pénétrèrent dans la forêt, une forêt qui était toutes les forêts à la fois, là où le sacrifice n'était pas un vain mot, et où la mort était féconde. Elias a grandi à Eden Creek, dans le Montana.
Élevé par un couple d'Indiens descendants de la tribu des rêveurs, il croit son destin lié à ce monde. Mais avant de mourir pour s'alléger d'un poids trop lourd, Mama Tulsa lui fait une révélation qui va bouleverser le cours de son existence. Elias s'envole alors pour la France où il attend une terrible vérité, le secret de ses origines. Ça non plus, franchement, ça me botte pas. Mais comme je vous dis, franchement, Franck Bouis, des fois, il arrive à nous faire aimer une histoire mais qui part mal. Hein. Mais c'est écrit tellement bien. Donc là, je crois qu'il me reste Né d'aucune femme. Donc ça, celui-là, c'est pas la peine parce que je l'ai dans ma wishlist. Sur ma table de chevet, pardon. Entre toutes. Donc qui a été prix Honoré de Balzac 2025. Marie est née en 1912 dans une ferme de Corrèze. Elle n'en partira jamais. Franck Bouis, une fois n'est pas coutume, livre avec une pudeur saisissante l'histoire de sa famille et prouve ici qu'il est aussi talentueux dans le récit de l'intime que dans la fresque romanesque. C'est beau et déchirant, c'est plein d'allégresse et de tragique, c'est la vie comme elle va. Alors, d'après ce que j'avais compris, c'était quand même l'histoire un peu de sa vie. C'est bien ce qui me semble, mais à vérifier. Et du coup, ben voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que déjà elle dure très 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 longtemps. Il me reste encore pas mal de livres à vous présenter, énormément. Donc, on fera une deuxième vidéo plus tard. Voilà, c'est le mieux. Comme ça, vous appréciez voilà, ce moment de visionnage à ma compagnie. Donc voilà, je vous rappelle que le lien vers ma wishlist sera en barre d'informations en dessous de cette vidéo en tout cas. Et donc n'hésitez pas à y faire un petit tour pour voir eh bien, de quoi parlent ces livres, peut-être un peu plus amplement. Je vous ai dit petit résumé assez rapidement, voilà, je n'allais pas prendre mon temps pour lire le résumé. J'essaie de faire ça assez vite pour vous expliquer rapidement de quoi parle le livre. Pour moi, voilà, c'est tout. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très 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 bientôt pour la suite de cette vidéo. Bye bye!